Salut tout le monde, c'est Zarkan, vous me l'avez beaucoup demandé et c'est bon, les Pourquoi c'est culte sont enfin de retour, avec un nouveau décor et une nouvelle manière d'analyser, un peu moins cadrée mais plus détaillée, bref vous me direz ce que vous en pensez. Et aujourd'hui donc on va parler d'un film que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, un film qui est devenu culte peu de temps après sa sortie en 1997 et qui continue aujourd'hui à être une référence en la matière, je veux parler de Cube. Pas de musique, pas d'intro. Le film commence directement par un énorme gros plan de quelqu'un qui se réveille. Habillé dans ce qui semble être des vêtements de détenu, le personnage se retrouve dans une salle cubique étrange, avec plusieurs trappes qui semblent être des sorties. Il ouvre une de ces trappes, on voit derrière une salle identique à celle où il se trouve, à l'exception que celle-ci est bleue. Il tente une autre salle, rouge cette fois-ci, et se ravise encore. Il tente une dernière salle, orange cette fois-ci, et décide de s'y aventurer. Mais après quelques pas... Bah le gars se fait zigouiller quoi, hein. Je vais pas montrer ça, c'est un peu trop graphique pour YouTube, mais bon, voilà grosso modo ce qui se passe, hein. Fondu ensuite sur le titre du film, et c'est tout. Et c'est vraiment génial. En fait je trouve cette intro absolument parfaite. Le film arrive en l'espace de 2 minutes à poser parfaitement le cadre et le ton du film, sans exposition inutile, de manière efficace et concise. Pourtant on arrive très bien à comprendre à quoi il faut s'attendre, hein. En gros, il y a des gens qui sont coincés dans une prison cubique étrange, remplie de pièges mortels, et ils vont devoir s'en sortir. Et je suis convaincu que c'est ce concept-là, si simple mais si efficace, qui rend le film aussi culte, ou en tout cas c'est un des facteurs principaux. C'est aussi ce qui en fait un film quasi intemporel, vu que toute l'action se passe à l'intérieur du cube, et qu'on n'a pas énormément de détails sur son origine ni son but. Mais bon, ça on va y revenir. Finalement, le film pourrait se passer dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque, il pourrait même se passer sur une autre planète, on n'en sait rien. Mais bon, si l'intro et la prémisse jouent clairement un rôle clé dans le côté culte de ce film, le plus important reste tout de même, les personnages, hein. Et justement, le film enchaîne tout de suite avec l'arrivée enfin de nos personnages principaux sur lesquels l'intrigue et les événements vont le plus se reposer. Il y a en tout 6 personnages dans ce film, sans compter le premier qui est passé au découpe frites, hein. Il s'appelait Alderson, mais bon, ça on s'en fout, hein. Par contre, ce dont on ne se fout absolument pas et qui est absolument crucial dans ce film, c'est les dynamiques sociales entre les personnages, comment ils s'organisent et comment ils évoluent au fur et à mesure que l'intrigue avance. On a déjà Quentin, le premier personnage qu'on voit apparaître après l'intro, un policier divorcé qui a 3 enfants. Il se positionne en apparence comme leader du groupe, très vite il va essayer de calmer les autres et tente de faire communiquer tout le monde pour faire avancer le schmilblick. Il semble être le plus stable et le plus robuste, en apparence. En apparence, hein, parce que bon, vous vous doutez bien qu'il va pas rester comme ça le bonhomme, hein. On a aussi Worf, un gars un peu blasé de tout, ça le fait chier d'être là visiblement. Tout ce qu'on sait au début, c'est que c'est un employé de bureau qui fait des trucs d'employé de bureau, voilà. Ensuite vient Holloway, une dame un peu plus âgée qui est aussi médecin, elle n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. C'est aussi la première à péter un câble et à commencer à paniquer, à évoquer ses droits bafoués, à blâmer le gouvernement et à se plaindre un peu trop qu'on lui ait volé son améthyste. Bon, j'essaie vraiment de pas l'appeler par un certain terme, hein. Un certain nom plutôt, hein. Ouais. Karen, c'est une Karen. On a aussi Ren, un prisonnier connu pour s'être échappé de plusieurs prisons. Ça va. Il apparaît surtout au début du film et va en quelque sorte coacher les autres, leur apprendre à naviguer intelligemment le cube, à comment éviter les pièges, etc. et à sucer des boutons de manchette apparemment. Suck on it. Keeps the saliva flowing. Bon, c'est un personnage sans vraiment en être un parce que juste après ça, il va mourir, hein. Merde. Dommage. On a ensuite Leven, qui est une simple étudiante, mais qui a l'air d'avoir un certain don pour les maths. Et enfin Kazan, un personnage dont on ne sait pas grand chose, à part le fait qu'il semble avoir une forme poussée d'autisme. Et voilà donc nos personnages qu'on va suivre tout au long du film. Voilà. Donc en gros, après la mort de Ren au début du film, Quentin, Holloway, Worf et Leven continuent d'avancer dans le cube, jusqu'à tomber sur Kazan, qui les suivra ensuite tout le reste des événements. Et à partir de là, on va commencer à voir les personnages changer petit à petit. Quentin, le leader du groupe, commence un peu à s'impatienter, et on s'aperçoit assez vite que tout ce calme et cette stabilité ne sont en fait qu'une façade. Petit à petit, de plus en plus frustré, il passe de leader à tyran, et très vite, il ne va gouverner que par la force. Mais bon, puisque ce bon vieux Quentin est un gentleman, il ne va déverser sa frustration que sur l'autre mec valide, à savoir Worf. Et il va s'en prendre plein la gueule, le gars, hein.
Putain, il est tanky ce con. De l'autre côté, Holloway sera la première et l'unique à défier l'autorité de Quentin et à lui tenir tête. Elle va prendre de plus en plus confiance en elle, surtout au moment de l'arrivée de Kazan, vu qu'elle va prendre la responsabilité de s'occuper de lui. Et puis on a Worf qui est plus ou moins inutile tout le long du film, même si bon, il va avoir un sursaut de courage vers la fin du film, mais bon, ça, encore une fois, on va en parler plus tard. Leven et Kazan sont finalement les seuls à rester constants tout au long, mais ils vont quand même servir de catalyseur pour le changement des autres personnages. Kazan va permettre à Holloway de reprendre confiance en elle, et Leven, juste en étant sympa avec Worf, va lui redonner foi en l'humanité, ce qui lui permettra de faire des trucs de héros vers la fin du film. Ce que j'aime beaucoup dans Cube, c'est à quel point le film joue sur le côté trompeur des personnages, à quel point on peut changer dans les situations les plus critiques, pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est aussi intéressant de noter comment le film lui-même est assez trompeur, surtout après l'intro. Après avoir vu la première mort, je m'attendais comme beaucoup à voir une sorte de slasher avec des gens qui se font zigouiller de manière diverse et variée, mais finalement très peu de personnages meurent véritablement des pièges. À part Alderson et Ren, qui meurent assez tôt dans le film, le reste des personnages vont tous mourir des mains d'autres personnages. Comme quoi les gens dans le cube sont tout aussi dangereux que le cube lui-même. Le saviez-vous, le nom de chaque personnage est inspiré d'une prison qui existe vraiment et qui est plus ou moins raccord avec leur personnalité. Il y a la prison de Saint-Quentin aux US, connue pour sa violence et sa brutalité, et la seule prison en Californie qui applique toujours la peine de mort, la prison de Kazan en Russie qui est réservée aux personnes atteintes de maladies mentales, la prison de Holloway à Londres qui est une prison pour femmes, la prison de Rennes en France connue pour ses mesures de sécurité avancées, et enfin la Alderson Federal Prison Camp aux US et le pénitencier Leavenworth encore une fois aux US, ça je sais pas trop pour ces trois derniers. Bref, tout ça pour dire que s'il y a une chose qui est très bien gérée dans ce film et qui est essentielle pour son côté culte, bah c'est bien les personnages. C'est vraiment comment les personnages interagissent et comment ils évoluent qui tient la baraque tout au long du film. Mais bon, la fin du film est pour moi tout aussi intéressante. Et oui, on va en parler. Bon alors, pour finir de résumer l'histoire, et sans trop rentrer dans le détail, le groupe arrive à naviguer dans le cube grâce à Leven qui a réussi à déchiffrer le sens du code inscrit sur le bas des portes de chaque cube. Elle découvre en gros que les salles avec un nombre premier inscrit dans le code sont piégées, ce qui va permettre au groupe de naviguer dans le cube en évitant les pièges pendant un petit moment. Il continue comme ça, sauf que cette tactique à un moment, elle marche plus. Leven réalise que sa méthode était en fait fausse et que ce qu'il fallait calculer, c'était des puissances des nombres premiers. Ce qui est très difficile à calculer apparemment. Après ça, c'est Kazan qui reprend la relève, vu que malgré son handicap, c'est en fait un petit génie capable de faire des calculs astronomiques sans trop d'efforts. Et donc vers la fin du film, les personnages sont à bout physiquement et mentalement, et Quentin va commencer à buter des gens. Commençant déjà par Holloway, qu'il va laisser tomber au rebord d'un des cubes extérieurs. Longue vie au roi. Il poignarde ensuite Leven puis Worf juste devant la sortie. Il essaie ensuite de s'en prendre à Kazan qui avait pris la sortie, sauf que Deus Ex Machina de ouf. Worf n'est pas encore mort et il arrive à retenir Quentin qui se fait découper en deux. Finalement Kazan est le seul à réussir à sortir, il s'engouffre dans une lumière blanche, et puis regardez bien, regardez bien, regardez bien... Rien. Y a rien en fait. Et c'est très bien comme ça. Bon, un peu d'explication quand même. En fait, plus tôt dans le film, presque au tout début, les personnages débattent de l'origine et du sens du cube. Pourquoi on l'a construit, pourquoi on les a placés là, est-ce que quelqu'un est en train de les regarder, etc. etc. Et finalement, chacun a sa propre théorie. Quentin, lui, pense que c'est l'œuvre d'un riche millionnaire qui fait de ce cube une sorte de divertissement morbide. Holloway, elle, en mode full complot, pense que c'est le gouvernement qui est derrière tout ça, et puis on a Worf qui pense que c'est juste un projet qui a dégénéré. Sauf que Worf révèle qu'il a participé sans le savoir à la construction du cube, qu'il avait reçu un appel pour faire le design de la coque extérieure du cube, ce qu'il a fait sans trop se poser de questions. Sa théorie donc à lui, c'est que le cube au départ était un projet qui n'avait rien à voir avec le résultat qu'on voit maintenant. Tous ces cubes, ces pièges, etc. n'ont aucun sens et plus personne ne connaît le but derrière tout ça. Mais il faut quand même l'utiliser et le tester car sinon il faut admettre que le cube n'a pas d'intérêt. Nobody is in charge. It's a headless blunder operating under the illusion of a master plan. Can you grasp that? Big Brother is not watching you. On vit vraiment dans une société. Perso, j'aime bien cette théorie, et je la trouve plus crédible que les autres, mais au final, ça reste que des théories. Personne n'a la réponse, pas mes Worf, ni vous, ni moi, personne quoi. Et donc à part ces quelques théories, le film ne donne aucune explication, aucun indice. Et quand Kazan prend enfin la sortie, le film s'arrête juste avant de montrer ce qui se cache à l'extérieur du cube. Et aussi frustrant que ça puisse paraître, d'être laissé comme ça sans explication, je pense que c'est un très bon choix du réalisateur. C'est Vincenzo Natali, je l'ai pas dit. En fait, on aurait pu avoir une fin claire avec un semblant d'explication. On aurait pu voir ce qui se cache à l'extérieur du cube.
Mais à mon avis, ça aurait potentiellement ruiné le film, et ce pour deux raisons. Premièrement, ça aurait remis le focus sur le cube, ce qui n'est finalement pas le but du film. Le cube n'est finalement que le cadre dans lequel l'histoire se déroule, mais ce sont bien les personnages qui sont les piliers du film. C'est aussi bien pour ça qu'après avoir discuté de l'origine du cube et partagé leurs théories, les personnages et le film donc ne parlent plus du tout du film, ou en tout cas n'essayent plus vraiment de l'expliquer. L'attention est à 100% dirigée vers les personnages, leurs interactions, leur évolution, etc. Deuxièmement, et quelle que soit l'explication donnée, il est possible et voire très probable qu'on soit juste déçu. Oui, je sais, c'est très frustrant de voir tout le film et de pas avoir d'explication à la fin, mais, la magie de ce film réside dans l'inconnu, le fait qu'on ne sait pas d'où vient le cube ni à quoi il sert, et qu'on peut donc chacun imaginer notre propre explication. On nous donne certes des pistes de réflexion avec les théories des personnages, mais au final, la meilleure explication et la meilleure théorie, bah c'est la vôtre. Et c'est pas juste moi qui balance des trucs comme ça, hein. Dans le site internet du réal, mais également dans un livre dédié au film, des versions plus anciennes du scénario avaient prévu une scène qui se déroule après la sortie de Kazan du cube. Dans celle-ci, on aurait pu voir Kazan se retrouver en plein milieu d'une ville absorbée par la foule, mais cette scène a été abandonnée pour la version finale. Une autre scène très différente aurait même été tournée et il y aurait apparemment plusieurs personnes qui aient vu cette scène lors de premières projections. Et donc d'après ces témoins, cette scène aurait donné quelque chose comme ça. Kazan se retrouve sur une plage, sur une planète extraterrestre violette. Il voit devant lui un océan sans fin et des bruits de grincement mécanique se font entendre derrière lui. Alors qu'il se retourne, ses empreintes de pas et le cube disparaissent. Certaines personnes ont même ajouté qu'on voit ensuite un ciel plein d'exoplanètes. Bon, faut quand même préciser que cette scène n'a jamais été vraiment prouvée, à part les quelques témoignages qu'on a, mais le réal a quand même validé sur Twitter l'existence d'une scène qui a été tournée. Est-ce que c'est cette scène-là que je viens de passer beaucoup trop de temps à tourner? Je ne sais pas. Donc, d'après ce que dit le réal sur Twitter, cette fameuse scène aurait été supprimée du montage final. Une autre personne lui a aussi demandé si cette scène existait quelque part, sur VHS ou sur DVD, ce à quoi il répond « Non, elle ne sera jamais vue, je l'ai brûlée et écrasée. » Bon, vous pensez peut-être que je m'étale un peu sur cette histoire de fin, mais je suis convaincu qu'une potentielle fin aurait presque ruiné le film. Parce que bon, si Cube s'en sort bien avec cette fin, qui n'en dit finalement pas grand chose, d'autres films sont un peu tombés dans le piège. Et là, je pense à deux films en particulier, qui sont d'ailleurs très similaires à Cube. Le premier, c'est Exam. Alors, 8 candidats passent un test d'embauche pour un poste très important. Ils ont 80 minutes pour répondre à une seule question sur l'unique papier qu'ils ont chacun sur leur bureau. Ils ne peuvent ni sortir de la salle, ni parler aux surveillants, ni endommager leur feuille, ou alors ils seront disqualifiés. Lorsque enfin ils retournent la feuille devant eux, elle est vide. Bon, je trouve le film plutôt pas mal, surtout grâce à ce concept. Et comme Cube, le plus intéressant, c'est de voir ces personnes qui ne se connaissent pas interagir. Mais à la fin, on nous donne cette explication un peu alambiquée qu'il y aurait apparemment une pandémie et qu'un remède aurait été trouvé, et que le but de tout ce test était de trouver quelqu'un pour aider à propager le remède. Ouais bon, pas terrible comme explication. Et non, me dites pas attention, spoiler, etc. Non, cette explication ne sert à rien, elle n'apporte absolument rien au film, et je sais même pas pourquoi ils l'ont ajouté d'ailleurs. L'autre film qui lui se vautre complètement, c'est Circle. Alors c'est reparti. 50 personnes reprennent conscience dans une pièce close sans se souvenir de comment elles sont arrivées là. Chacune de ces personnes est debout à l'intérieur d'un cercle dont elles ne peuvent sortir. Un décompte s'enclenche et on s'aperçoit que toutes les 2 minutes, une personne est tuée au hasard par un rayon de la mort. Les prisonniers réalisent rapidement qu'ils peuvent voter durant ce décompte de manière complètement anonyme et que la personne ayant récolté le plus de voix est tuée. Je trouve ce film extrêmement intéressant. Encore une fois, l'interaction entre les gens, les arguments qu'ils sortent, c'est franchement bien fait. Ils ont chacun leur argument sur qui devrait mourir, il y a des alliances qui se forment. Bref, allez voir Circle, même si dans 3 secondes je vais vous parler de la fin absolument dégueulasse. Et donc pas besoin de vous montrer la scène, hein. En gros, à la fin, le dernier survivant sort du bâtiment et voit à côté de lui d'autres personnes qui sortent d'autres bâtiments, tout aussi choquées que lui. Et ensuite, on voit un ciel avec plein de vaisseaux spatiaux. Pourquoi je ne sais pas. Je n'aime pas du tout cette fin, je la déteste de toutes les fibres de mon corps, je la hais cette fin. Bref, tout ça pour vous dire que la fin du Cube est très bien. Voilà. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Cube est un film culte. On a un très bon concept et prémisse, des personnages bien construits qui évoluent de manière intéressante, et une fin qui laisse libre cours à notre imagination. Voilà, s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, bah ça serait ça. Parce que bon, à part ces 3 aspects, bah le film est bon sans être exceptionnel, hein. Il y a des bas et des hauts en termes de qualité. Il y a par moments des passages un peu trop longs, avec une sorte de timelapse un peu long qui sert pas à grand chose au milieu du film.
ça fait un peu tâche. Mais il y a aussi de très bonnes scènes dans ce film, hein. Tenez, il y a cette scène par exemple où le groupe doit traverser une pièce piégée qui s'active avec le son. Le seul problème, c'est que Kazan a bien montré qu'il était un peu imprévisible et qu'il lui arrivait de lâcher des sons de manière un peu aléatoire. Ce passage dure presque 5 minutes, mais c'est tellement tendu qu'on les sent passer, hein. 5 minutes de pur suspense, c'est vraiment pas mal. Sinon, parlons rapidement des acteurs qui sont plutôt moyens. Bon, ils jouent leur rôle correctement, même s'ils ont tendance parfois à un peu surjouer, hein. Alors Quentin, tu vas me jouer la surprise s'il te plaît. Go. Alors il y a quelques petites erreurs aussi, hein, des petits faux raccords ici et là. Genre là, la corde on la voit et juste après, bah, on la voit plus. On me voit, on me voit plus. Mais bon, des erreurs comme ça, il y en a un peu partout, hein, même dans des très gros films. Et puis je l'ai pas dit encore, mais ça reste un film à très petit budget, qui a été filmé seulement en 20 jours, qui est vraiment très peu. Et je trouve quand même que le réal a eu le sens du détail quand même, hein. Tenez par exemple, les couleurs des cubes ont un semblant de sens. Dans les salles blanches, les personnages découvrent ou comprennent quelque chose, et dans les salles rouges, ils ont tendance à s'entretuer. Autre petit détail sympa, juste avant que Leven ne se fasse poignarder, on peut entendre une porte s'ouvrir. Attention, là. Enfin, quelque chose d'important à noter, les personnages ont tous perdu leurs effets personnels, tous sauf Leven à qui on a laissé ses lunettes. Elle va d'ailleurs s'en servir pour décoder les chiffres, ce qui peut laisser penser que ces gens n'ont pas été mis là par hasard, et que tout ça est peut-être une sorte d'expérience. Bref, en tout cas, Cube est vraiment un classique du genre, un véritable film culte, qui a permis de faire connaître Vincenzo Natali. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il a aussi réalisé Splice et Dans les hautes herbes. Cube a été si influent qu'il a engendré tout un sous-genre de thriller, ou comme je les appelle, groupe de personnes qui perdent les pédales dans un espace confiné. Bon, j'ai parlé de Exam ou Circle tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres comme Devil, Pontypool, Funny Games, The Strangers, Disc Cloverfield Lane ou encore The Platform sur Netflix. Si vous n'avez pas vu The Platform, allez voir ça, c'est vraiment excellent. Bon, il y a beaucoup d'autres anecdotes sur ce film, hein, comme la conception du scénario, le tournage, etc. Par exemple, le fait que le film entier se passe en réalité dans un seul cube et qu'il changeait les couleurs avec des fiches colorées pour donner l'apparence de plusieurs salles, un peu comme ça. Il y avait aussi un demi-cube en plus qui servait à filmer le passage des personnages d'un cube à un autre et qui permettait aussi de s'éloigner assez des acteurs pour faire des plans très serrés comme celui-là par exemple. Mais bon, si vous voulez vraiment en savoir encore plus, je vous conseille le livre Cube Inside the Making of a Cult Film Classic, hein, c'est celui-là. C'est vraiment un bon livre et c'est surtout le seul à parler de la conception du film Cube, de sa réalisation, etc. C'est très détaillé et très intéressant à lire, mais par contre c'est que en anglais. Donc voilà, si ça vous dérange... dommage. Il y a énormément d'anecdotes très intéressantes dans ce film. Il y a par exemple un chapitre qui détaille comment l'acteur qui joue Kazan, Andrew Miller, a dû se débrouiller pour apprendre à jouer correctement un personnage autiste, parce qu'en gros les réals lui ont dit ça. Bon, on est un peu occupé, hein. Tu peux juste te débrouiller. On sait qu'il a une sorte d'handicap et on pense que c'est de l'autisme. Et on a vu Rain Man, mais juste fais-le. Et c'est pas une blague, hein. C'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Ah, et le livre est carré aussi. Voilà, c'est marrant. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit lien dans la description, hein, voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Alors, petit disclaimer pour ceux qui se le demandent, oui, je vais parler du deuxième film, Cube 2 Hypercube, qui n'est pas du tout un film culte, hein, loin de là. Mais bon, je vais quand même en parler dans la prochaine vidéo, qui sera donc le premier, pourquoi c'est pas culte. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Cube, et si vous l'avez pas encore vu, bah, il est disponible sur Prime Video, donc si vous avez Prime Video, bah, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce nouveau format, ce que vous trouvez bien, ce que je pourrais améliorer par exemple, hein. J'aimerais bien avoir votre avis. En attendant, likez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer. À la prochaine.